Otep, Mbot et la famille, bienvenue à Kama Santé, la chaîne qui parle de santé, bien-être et de spiritualité. Pour cette première, nous allons parler du diabète et nous poser la question, est-ce une maladie irréversible? Pour commencer, quelques informations. La Fédération internationale du diabète estime que le taux mondial de diabète englobera jusqu'à 1 adulte sur 10 en 2040. En 2022, l'OMS africaine nous dit que 24 millions d'adultes vivent avec le diabète en Afrique. Ce nombre devrait augmenter de 129% pour passer à 55 millions de personnes d'ici 2045. Dans la région africaine, la proportion de décès prématurés dus au diabète, définie comme survenant avant l'âge de 70 ans, s'élève à 58%, soit plus que la moyenne mondiale de 48%. L'un des principaux défis de la prise en charge du diabète est le manque de diagnostic. Sans dépistage, le diabète devient un tueur silencieux, a déclaré la docteure Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Nous allons voir à présent qu'il existe différents types de diabète. Généralement, lorsqu'on parle de diabète et qu'on ne met pas de déterminatif, on parle du diabète de type 2, dit diabète sucré. Mais il existe également le diabète de type 1, appelé diabète insipide, le diabète gestationnel et d'autres types. Commençons tout d'abord par le cas du diabète de type 1. C'est une maladie auto-immune. Il est dû à un déficit majeur de sécrétion d'insuline, carence, manque en insuline, conséquence d'une destruction sélective des cellules du pancréas la produisant. Le plus souvent causé par une lésion cérébrale, le diabète insipide se caractérise par de la fatigue, également par une miction excessive, cependant l'urine n'est pas sucrée, d'où le mot insipide. C'est un trouble fonctionnel caractérisé par une incapacité des reins à concentrer les urines, se traduisant par une polyurie, l'émission d'une quantité d'urine très importante. On distingue de diabète insipide. Le diabète insipide central, qui est le plus fréquent et qui peut avoir des causes multiples: traumatisme crânien, ablation de l'hypophyse, kyste, tuberculose, méningite, encéphalite, etc. Dans certains cas, aucune cause n'est trouvée. Il existe des formes familiales et congénitales. L'autre type est le diabète néphrogénique, qui peut être d'origine congénitale ou secondaire à une maladie rénale chronique, à des maladies générales atteignant le rein ou à la prise de médicaments comme le lithium. Parlons maintenant du diabète de type 2. Il regroupe différents troubles métaboliques caractérisés par un taux de sucre élevé en permanence, ce que l'on appelle hyperglycémie. L'affection chronique caractérisée par une glucosurie, présence de sucre dans les urines, provenant d'une hyperglycémie, excès de sucre dans le sang. Une augmentation de la glycémie, taux de glucose dans le sang, est normalement régulée par l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas contrôlant la capture du glucose sanguin par les cellules. Abordons une notion liée au diabète de type 2, la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline est l'incapacité à l'insuline à abaisser la glycémie. L'organisme combat cette résistance en augmentant la sécrétion d'insuline afin de maintenir des taux de glycémie normaux. Les taux d'insuline deviennent de plus en plus élevés, on appelle l'hyperinsulinémie. Lorsque la sécrétion d'insuline ne suffit plus à surpasser la résistance toujours plus grande, la glycémie augmente, ce qui mène à un diagnostic de diabète de type 2. C'est donc l'exposition répétée et prolongée à l'hormone, donc hormone d'insuline, ou hyperinsulinémie, qui cause une résistance à l'insuline. Et c'est cette résistance à l'insuline qui est responsable de l'hyperglycémie, contrairement à la carence en insuline observée dans le cas du diabète de type 1.
Parlons à présent du diabète gestationnel. Le diabète gestationnel apparaît au cours du 3e trimestre de la grossesse. Il se caractérise par une hyperglycémie modérée, sans gravité pour la mère, mais qui peut avoir des répercussions sur l'enfant. La plus importante est la macrosomie, croissance intra-utérine excessive qui peut rendre l'accouchement difficile. Le diabète gestationnel n'est pas une maladie chronique, mais il augmente le risque futur de développer le diabète de type 2. Si l'hyperglycémie persiste au-delà de la grossesse, le diabète doit être classé en type 1, en type 2 ou en un autre spécifique. Le traitement repose avant tout sur le suivi par la mère d'un régime alimentaire identique à celui préconisé pour tout diabète sucré, donc de type 2. Concernant les autres types spécifiques, le diabète peut être également causé par des anomalies génétiques, des maladies pancréatiques, des infections virales, des maladies endocriniennes ou des médicaments. Concernant les complications liées au diabète, des complications liées à l'atteinte de petits vaisseaux sanguins qu'on appelle microvasculaires et à de plus gros vaisseaux qu'on appelle macrovasculaires que l'on verra plus loin. Donc concernant les lésions sur les vaisseaux sanguins microvasculaires, nous avons la rétinopathie. C'est des maladies oculaires telles que les dommages liés à la rétine et qui sont la cause de cécité. Le diabète affaiblit les minuscules vaisseaux sanguins de la rétine, ce qui entraîne un écoulement de sang et d'autres fluides à l'extérieur. Nous avons également la néphropathie ou la maladie rénale. La fonction principale des reins est de nettoyer le sang. Lorsqu'ils s'affaiblissent, les déchets s'accumulent dans l'organisme, entraînant une perte d'appétit et de poids, ainsi que des nausées persistantes et des vomissements. Cela nécessite des dialyses afin d'éliminer artificiellement les déchets accumulés dans le sang. La néphropathie, c'est l'atteinte du système nerveux, donc tout ce qui va être lié aux nerfs. La néphropathie diabétique affecte les nerfs périphériques d'abord au niveau des pieds, puis progressivement dans les mains et les bras, en créant une perturbation caractéristique de la sensibilité. Selon les nerfs endommagés, différents symptômes peuvent être observés, tels que des fourmillements, des picotements. Venons maintenant aux complications liées aux lésions macrovasculaires. L'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie qui survient lorsque des corps gras s'accumulent sur les parois internes des artères et forment des plaques qui provoquent leur rétrécissement et leur durcissement. Nous avons également les maladies du cœur, telles que les crises cardiaques ou maladies cardiovasculaires, que le corps médical nomme infarctus du myocarde. Les accidents vasculaires cérébrales ou AVC, qui est une perturbation soudaine du flux sanguin normal, privant le cerveau d'oxygène et une partie du cerveau peut alors s'éteindre. Nous avons la maladie vasculaire périphérique, ou MVP, est une perturbation du flux sanguin normal privant les jambes en hémoglobine porteuse d'oxygène. Le symptôme le plus commun de la maladie est la douleur ou les crampes qui apparaissent lors de la marche et s'estompent au repos. D'autres complications peuvent survenir lorsque l'on est atteint du diabète, comme la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer peut refléter l'incapacité à utiliser normalement le glucose. Peut être une forme sélective de résistance à l'insuline au niveau du cerveau. Les liens entre la maladie d'Alzheimer et le diabète sont si solides à présent que plusieurs chercheurs ont proposé que la maladie d'Alzheimer soit nommée le diabète de type 3. Nous avons également le cancer, qui peut être lié à l'utilisation de certains médicaments dans le traitement du diabète. Donc, certains médicaments du diabète peuvent provoquer le cancer. Nous avons la maladie du foie gras non alcoolique se caractérise par le stockage et l'accumulation d'un surplus de graisse sous forme
de graisse sous forme de triglycérides qui représentent plus de 5% du poids total du foie. Nous avons également les infections. Les personnes atteintes de diabète sont plus sensibles à tout type d'infection provoquée par l'invasion et la multiplication de corps étrangers au sein de l'organisme, mais aussi des maladies de l'ongle et de la peau, la dysfonction. Quelles solutions pouvons-nous adopter? Donc, il serait recommandé d'éviter le fructose, de consommer moins de sucre, donc de glucose, et d'éliminer le sucre résiduel. Concernant le fructose, les glucides sont des sucres qui se représentent sous forme de molécules simples. Le glucose et le fructose sont des exemples de sucres simples par opposition aux sucres complexes, donc des glucides qui n'ont pas été transformés, raffinés. Le glucose est particulièrement toxique car seul le foie est capable de le métaboliser. Lorsque le corps a suffisamment d'énergie pour répondre à ses besoins, le foie métabolise le fructose en gras par un processus qui ne peut être renversé aisément. Et cet excès de gras hépatique, donc quand vous entendez hépatique, donc le foie intrahépatique, cause directement la résistance à l'insuline, que l'on a vu plus haut. De plus, le fructose n'a aucune élimination alternative. Ainsi, le corps ne peut gérer que de petites quantités de fructose. Et puisque le processus de raffinage en alimentation soustrait les protéines, les fibres, les lipides présents naturellement dans les glucides, l'effet de satiété de ces éléments est perdu. Donc on peut avoir encore faim peu de temps après avoir consommé ces aliments. Il faut donc éviter de manger des produits transformés. De plus, pratiquement tous les aliments transformés contiennent du sucre ajouté. Où trouve-t-on du fructose? Alors, on trouve du fructose dans beaucoup d'aliments que l'on consomme aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué, la famille, je ne sais pas ce que l'on va manger encore. Donc, on a les boissons sucrées, y compris les boissons gazeuses, déglacées, les boissons pour sportifs, les mélanges de boissons alcoolisées, les jus, les milkshakes, les boissons au café, l'eau aromatisée, les biscuits, les desserts, les muffins, les crèmes glacées, les produits à base de viande, où on ajoute du sucre dans la sauce ou dans la transformation, les condiments, ketchup, sauces diverses, dans les sauces à spaghetti ou aux tomates, les yaourts aromatisés, dans les sauces salades, les sauces barbecue, dans les compotes de fruits, dans les mélanges épicés, les céréales, les barres céréalières. Il y a également dans les fruits. Alors il faut savoir que dans les fruits, c'est du fructose naturel, sauf que bon nombre de variétés modernes sont maintenant vendues toute l'année, donc transformées pour pouvoir tenir, et ont été conçues pour être plus sucrées que par le passé. Donc, les fruits séchés, comme les raisins secs, les caneberges séchées, les pâtes de fruits et autres produits de ce genre, et éviter tout autre édulcorant. Donc, la famille, c'est compliqué, mais c'est possible. Alors, consommez moins de sucre, de glucose. Alors, évitez tous les sucres et glucides raffinés de votre alimentation. Les glucides très raffinés, tels que la farine blanche, le pain, les pâtes, le riz blanc, les pommes de terre, tout ce qui n'est pas dans le spectre, les vrais me comprendront. Consommez modérément des protéines. Les protéines alimentaires, comme la viande, se décomposent en acides aminés, donc en gras également. Les acides aminés ne peut être emmagasinés par le corps. Ainsi,
le foie les transforme en glucose, en sucre. Par conséquent, une alimentation trop riche en protéines devient un apport supplémentaire en sucre dans l'organisme. Et comme on a vu plus haut, avec la résistance à l'insuline due à une hyperglycémie, donc qui va causer une hyperinsulinémie, ça va causer également le métabolisme de gras par la suite. Voilà. Alors juste pour nuancer, il ne faut pas éviter toute forme de gras, mais justement, à la place de consommer des glucides raffinés, il existe des gras naturels. Alors, ce n'est pas le goût du sucre, mais disons que au niveau du métabolisme, ce que le corps peut métaboliser facilement comme gras, on va privilégier les gras naturels. Donc, comme l'avocat, les noix, l'huile d'olive, les poissons gras, les œufs, les fruits de mer, les graisses saturées que l'on trouve dans le bœuf, dans le beurre, dans la crème, dans la noix de coco, ce sont des gras sains. Donc, il faut éviter toute friture. Et les graisses et les huiles hydrogénées, les gras trans, on appelle ça. Il faut donc privilégier une alimentation faible en glucides et riche en bons gras. Éliminer le sucre résiduel. Pour brûler le sucre stocké par l'organisme, il est possible de faire un jeûne de 24 heures 2 ou 3 fois par semaine, ou un jeûne de 16 heures 5 ou 6 fois par semaine. Bon, la famille, on va pas se mentir. On peut également pratiquer une activité sportive. Donc, cependant, l'activité physique permet surtout de brûler des calories. Quand on parle de calories, entendez énergie. Donc, ce sont des sources d'énergie. En plus de joules, lorsqu'on parle de calories. Et n'est pas nécessairement brûler le gras hépatique. Donc vous allez brûler des calories, mais vous n'allez pas forcément le gras du foie ou abdominal, qui est un gras qui survient lors de l'obésité diabétique justement. Donc c'est lié aussi à l'obésité, mais on appelle ça le gras abdominal. On peut le constater en tout cas lorsqu'on est atteint de diabète. Ces calories sont souvent compensées par la suite par une alimentation plus importante, donc on va manger plus parce qu'on a bien dépensé puis en fait on a faim, ou par une moindre activité à la suite d'une activité physique intense, en particulier concernant les patients atteints du diabète qui subissent déjà à cause de la maladie de fortes sensations de fatigue. Peut-on guérir du diabète ? En effet, on peut se débarrasser du diabète, mais au prix du suivi de son alimentation et de réussir à éliminer l'excès de sucre dans l'organisme par le jeûne. Ces faits sont particulièrement vrais si on suit ces indications en vivant en Occident, avec toutes les conditions réunies. Maintenant, les réalités sur le continent et les îles de Kama sont différentes, car les études de l'OMS ou d'autres études, notamment les chiffres que nous avons plus loin, se basent essentiellement nous concernant sur le diabète de type 1, donc la promotion de l'insuline. Or, nous consommons de plus en plus de produits importés, de produits transformés comme les cubes pour assaisonnement, des sodas moins chers que l'eau, de l'alcool contenant du sucre et de l'amidon. Alors pour être pertinente, ces études devraient plutôt se pencher sur le diabète de type 2, afin d'avoir des données plus proches de la réalité, car comme on l'a vu, la prise d'insuline dans le cas du diabète sucré cause une résistance à l'insuline. Car si on a vu que lorsque l'on consomme du sucre, ça nous donne une hyperglycémie, une hyperinsulinémie par la suite, donc beaucoup plus de résistance à l'insuline, et donc ça accroît la maladie et par conséquent le taux de mortalité.
Donc il est vrai que l'alimentation, en prenant en compte l'accès à l'eau potable, bien sûr, de bons diagnostics, des prises en charge adaptées à nos réalités sur le terrain et les bonnes données de ces études sont des éléments cruciaux à notre survie et pour le traitement du diabète. Donc maintenant la famille, voilà pour cette première partie. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Otep Ankoudia Seneb.